Bonjour, bienvenue à la 46e vigile mars 2011. Nous sommes le 11 février 2012 et donc je vais vous expliquer un peu c'est quoi les vigiles. Tous les samedis à 14 h, des vigiles ont lieu au Québec. La création de ces vigiles inspirées de la place de Mai en Argentine est née d'un échange entre Luc Archambault, Denis Julien, Sylvain Racine et d'autres membres de Vigile.net. L'idée a fait son chemin et a donné naissance à la première vigile à l'initiative de M. Daniel Leroy devant le bureau de Jean Charest à Montréal le 22 janvier 2011. Le 19 février, à la suite de 3 vigiles montréalaises, Luc Archambault lance la tradition d'une vigile citoyenne hebdomadaire qui se tiendra chaque samedi à 14 h à la place du peuple souverain du Québec, à Québec, sous le nom d'Opération Vigile du samedi. Inspiré par cette initiative, Montréal décide de tenir une première vigile au Champ de Mars derrière l'Hôtel de Ville de Montréal le 26 mars 2011. Donc, depuis ce temps-là, à chaque samedi, nous sommes ici au Champ de Mars. L'initiative tente de créer une tradition québécoise historique. Et donc, mars 2011 invite le peuple du Québec à créer ses propres vigiles dans chaque ville et village du Québec. Le mouvement Mars 2011 est disponible pour offrir du support à trouver l'inspiration de vous unir dans la rue. Chaque samedi, 14 h, à un lieu de mémoire collective près de chez vous. Une vigile n'est pas un spectacle. Personne n'y vient pour divertir ou pour se faire divertir. En tant que citoyens et citoyennes du Québec, nous avons tous un rôle à jouer. Celui de veiller, de surveiller, de tenir nos gouvernants à l'œil, de nous rencontrer, de nous parler et de nous imaginer autrement. Ces vigiles sont autonomes les unes des autres, mais leurs objectifs communs sont de dénoncer les abus du gouvernement Charest et d'exiger sa destitution. Mars 2011 vous invite à prendre la parole, participer activement à un exercice démocratique citoyen de base de manière physique et réelle. Sortez du confort de votre maison. Utilisez cette tribune citoyenne non censurée et diffusée sur Internet pour exprimer votre point de vue. Pour dénoncer une situation, pour proposer une solution ou une action. Le Québec doit changer et ce, dès maintenant. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Donc, je voulais vous dire qu'il reste 7 vigiles avant que ça fasse un an, avant qu'on ait fait le tour du soleil et qu'on ait résisté pendant un an contre Charest. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est quand même quelque chose, là, et que nous avons prouvé que beau temps, mauvais temps, que ce n'est pas une excuse pour ne pas faire son devoir de citoyen. Donc, les gens qui disent qu'ils ne vont pas voter parce qu'il fait trop froid, ils n'ont pas l'affaire. Et puis c'est à peu près ça. Donc, j'aimerais juste dire que 7 vigiles, c'est pas beaucoup. Et que s'il y a des gens qui ont quelque chose de précieux à dire, qui ont quelque chose d'important à dire, qui veulent profiter de cette tribune citoyenne-là, eh bien, vous feriez mieux d'en profiter. Parce qu'il reste 7 vigiles. Donc, allez-y fort si vous avez quelque chose d'important à dire, parce que c'est précieux là, ce qu'on fait à chaque samedi. Puis quand il n'y en aura plus, ça va être aux citoyens de décider là, s'ils veulent continuer ou non, s'ils veulent prendre la relève. Donc, comme on fait d'habitude, au début, c'est les discours et lectures de textes. Donc, est-ce qu'il y a des textes, est-ce qu'il y a des discours? En cette semaine de la 175e année de la pendaison des Patriotes, je vais lire un texte. Patriotes de la liberté, pour vaincre la corruption qui s'installe dans nos maisons, n'oublions pas nos raisons, sous peine de se faire assimiler comme des poissons. Réclamons notre liberté, l'on mérite la fraternité. Au nom de l'égalité, au nom de nos libertés, comme l'ont fait nos valeureux conquérants, réclamons au ciel levant notre droit d'être indépendant, pour tout simplement ne plus être dépendants, et pour montrer que nous sommes plus des enfants. Vive nos frères combattants pour nos libertés, vive nos patriotes qui ont combattu par amitié, celle d'un peuple méritant le respect pour valider l'essentiel de nos aspects. Il n'y a rien de suspect. C'est sûr que ça dépend de nous autres, mais j'envie pareil les vôtres. Le poids solidaire contre l'argent est perdu d'avance si l'on ne s'unit pas comme l'ont fait nos valeureux conquérants. Nous sommes capables de s'allier au vent
Et pourtant, on ne recule pas. Et comme nos patriotes, peut-être qu'on en mourra. Mais si l'on s'unit pas, si on s'unit, pas à pas nous vaincrons. Il n'est pas question de se laisser assimiler. Nous n'accepterons jamais, au nom de notre raison, de laisser aller la trahison. L'on mérite mieux que des miettes provenant de ce qui nous est volé. Et l'on s'inquiète une fois de plus. Reprenons le combat au nom des cœurs, du cœur de notre peuple. Levons-nous. Il n'est pas tout de faire le party. C'est assez. Ressaisissons-nous comme l'ont fait nos amis. Unissons-nous contre la corruption et assurément, nous vaincrons. Bravo. Bravo. L'autre, c'est un centre. Ce monde qui nous pousse en excluant, cette terre où on traite les poètes de mendiants et où la culture passe dans l'ombre et au firmament. J'en ai que faire de ces discours de ceux qui mentent. Il est injuste d'en souffrir alors qu'il devrait être possible de vivre sainement. Je survivrai qu'en créant, car c'est ce que la vie m'a donné en essai. Pourquoi me tuerais-je à faire de l'argent? C'était loin d'être mon plan, ni celui de ceux qui ont besoin tout simplement de faire valoir leur talent. On n'a pas décidé de seulement servir de paravent et de regarder ces dirigeants détruire notre environnement. Vivre de ma poésie, est-ce trop demandé? J'en perds mon accent. Si l'humain est petit, pourquoi ne peut-il pas être libre comme le pas? Et si l'homme est grand, comment se fait-il que plusieurs sont traités comme des accidents? Moi, j'ose imaginer la grosseur du passement qu'il me faudra pour arrêter ce pléonasme qui fait couler tout ce sang. On ne pourra changer ce monde autrement qu'en l'humanisant. Et il faudra dorénavant perturber ses condescendants, se lever comme de véritables conquérants et cesser de se prendre pour des adolescents, car on a choisi de dire non aux pressions libérales des oppressants. Vive l'indépendance, on se lève, c'est la grève générale partout. Charest, il va pogner la mort neuve de sa vie. Yeah! Ouais. Bravo! Quelqu'un d'autre? C'est un texte, Un texte? Ah. Ben, moi, j'ai de quoi lire. C'est un article qui a été publié le 26 janvier par Sylvain. Donc, je connais pas son nom de famille, sur le site lamairie-québec.net. C'est un média indépendant québécois. Et puis bon, il fait un retour sur l'accord de libre-échange économique et commercial global Canada-Europe. Et puis il parle d'un document qui a été divulgué, qui étaient des documents secrets là, qui ont été rendus publics par le RQIC1, c'est-à-dire, enfin ça va sûrement le dire, le réseau québécois sur l'intégration continentale. Donc, en collaboration avec ses partenaires, a rendu public le 25 janvier 2012 des documents secrets sur les offres du Canada et du Québec dans le cadre des discussions sur l'accord économique avec l'Europe. Ces textes, qui ont fait l'objet d'une fuite, démontrent clairement que les discussions qui ont lieu derrière des portes closes n'augurent rien de bon pour nos services publics. Les documents divulgués confirment les préoccupations de plusieurs. L'accord économique commercial global est un véritable cheval de Troie, a affirmé Claude Vaillancourt, porte-parole du Réseau québécois sur l'intégration continentale et coprésident d'Attaque Québec, se référant au cheval de bois de 5 mètres que les groupes sociaux ont présenté aux portes du Parlement du Québec le 8 décembre 2011. Je n'étais même pas au courant. Les gouvernements du Canada et du Québec envisagent de livrer d'importants domaines de compétences provinciales et municipales à la dynamique du libre marché et aux intérêts des grands investisseurs privés européens. Cela représente des services publics majeurs et pave la voie à la privatisation. Nous exigeons la suspension des négociations et la tenue immédiate d'un débat public large, a ajouté M. Vaillancourt. L'eau compte parmi les biens publics que le gouvernement n'entende pas protéger dans ses pourparlers historiques. C'est profondément choquant quand on pense que le négociateur en chef du Québec, Pierre-Marc Johnson, a affirmé catégoriquement en commission parlementaire que la gestion de l'eau potable était exclue.
Les offres présentent par le biais d'une liste d'exclusion les domaines qui ne seront pas soumis à l'accord. L'eau n'apparaît nulle part dans la liste d'exclusion. C'est inadmissible, s'est indigné Denis Bolduc, secrétaire général au Québec du Syndicat canadien de la fonction publique. L'accord économique et commercial global va laisser la porte grande ouverte à l'entrée des grandes multinationales comme Veolia sur ce qui deviendra un marché de l'eau, soumettant ce bien commun à la logique du profit aux dépens de la satisfaction de nos besoins fondamentaux, a ajouté Marie-France Primo, porte-parole de la coalition Au Secours. Selon une note d'intervention de l'Institut de recherche en économie contemporaine, ces nouveaux textes laissent bien voir pourquoi les propos du négociateur en chef du Québec, Pierre-Marc Johnson, n'ont pas réussi à rassurer les membres de la Commission des institutions lors de sa comparution le 8 décembre dernier à l'Assemblée nationale. Selon les analyses du chercheur Alexandre Maltais, le Québec sortira perdant de ces négociations sur plusieurs points. Il est de plus en plus évident que le gouvernement cédera à la pression des Européens en ce qui a trait à l'ouverture des marchés publics, ce qui pourrait faciliter l'accès des compagnies étrangères aux contrats publics dans divers secteurs de services. La culture semble avoir fait l'objet de tractations, tandis que pour la gestion de l'offre en agriculture, Johnson a été incapable de fournir la garantie de que cette politique n'est pas menacée. Et il n'est pas rassurant qu'il s'en remette à la bonne volonté du gouvernement Harper. Le texte des offres indique que certains monopoles publics auraient été protégés, mais l'incertitude plane quant à plusieurs sociétés d'État, comme dans le secteur de l'électricité. Les contrats publics d'Hydro-Québec sont un important levier de développement, mais Québec pourrait les sacrifier en fin de parcours afin de conclure l'entente, comme l'a candidement laissé entendre le premier ministre Jean Charest dans une entrevue au journal dans le Devoir le 13 décembre dernier. Il est clair que le gouvernement Charest veut attirer les investisseurs étrangers pour mener à bien son plan Nord. Toutefois, nous mettons en doute les bienfaits d'une entente avec l'Europe qui réduirait le pouvoir de l'État du Québec d'encadrer de tels investissements et limiterait sa capacité d'intervenir pour maximiser et orienter les retombées économiques et sociales des projets liés au plan Nord ou à tout autre secteur de développement économique, a affirmé Robert Laplante, directeur général de l'IREC. Calquant les mesures de protection des investissements étrangers sur celles du chapitre 11 de l'ALENA, force est de constater que ce modèle d'accord évacue la défense des intérêts supérieurs du Québec pour la promotion d'une idéologie économique, a ajouté M. Laplante. Les municipalités québécoises vont être directement touchées par l'accord économique commercial global et elles pourraient perdre leur marge de manœuvre pour mettre de l'avant des politiques environnementales novatrices et des mesures actives d'emploi et de développement local. Nous saluons la résolution adoptée à l'unanimité avant-hier par les membres du Conseil municipal de Montréal qui permettra de soustraire la plus grande ville du Québec de toute mesure de l'accord économique commercial global qui restreindrait la capacité des élus à gouverner pour le bien-être de leurs concitoyens et concitoyennes. Donc, en parenthèse, je fais juste dire que ça dérange pas bien gros les Européens parce que Montréal, c'est pas l'endroit où il y a le plus de ressources naturelles. Donc, à partir de là, ce qui est important, ce qui est visé, là, c'est les municipalités des régions qui n'auront pas de pouvoir pour protéger leurs ressources naturelles et leur environnement. Donc, a tenu à souligner M. Bolduc. Nous encourageons l'ensemble des villes du Québec à emboîter le pas sans tarder afin de préserver leur plein pouvoir dans les domaines qui relèvent de leur champ de compétences, a-t-il conclu. La fuite d'aujourd'hui se produit au moment où des rumeurs circulent qu'une délégation de négociateurs européens se réunira à huis clos avec leurs homologues canadiens à Ottawa du 30 janvier au 3 février 2012. Donc, c'est passé. Pour une 10e et probablement ultime ronde globale de pourparlers. L'empressement de nos gouvernements à conclure un accord sans débat public est un véritable déni de démocratie. Je voulais juste dire qu'il n'y a absolument rien de ça qui est discuté à TVA le soir chez Denis Lévesque. Et ils ont pu faire leur SMAT au Club des Ex, mais on ne parle pas de ça non plus. Puis c'est bien important. Fait que, à partir de là, j'espère qu'entre vous, vous allez être en mesure d'en parler et de vous renseigner sur ce qui menace le Québec dans les mois qui s'en viennent. Merci. Quelqu'un a quelque chose à lire ou à rajouter sur ce que je viens de dire? Ou... Non, ouais. Bon. Place à la parole libre. Les nouvelles de la semaine. On n'a pas le choix. C'est mini. C'est une évaluation. Il y a eu... As-tu parlé de ça?
Il y a eu une réunion du bureau politique du Rassemblement pour l'indépendance nationale. Et puis, le bureau politique du Rassemblement pour l'indépendance nationale a fixé la date de sa prochaine assemblée générale annuelle. J'ai déjà dit, non, c'est le 17 mars. Mais il n'a pas donné la date. Il n'a pas donné la date. C'était fixé au 17 mars, donc c'est un samedi soir, pour ne pas nuire aux vigiles. Et de 17h à 22h. Le lieu n'est pas fixé encore. Ça pourrait être dans un bâtiment de l'Université du Québec à Montréal. Ça pourrait être, entre autres, par exemple, le pavillon La Fontaine dans le parc La Fontaine. Ou, je sais pas, ça pourrait être au Centre Saint-Pierre ou à la SSJB. C'est pas déterminé. Il y a des questions de coûts là, qui vont être examinées. Aussi, le bureau politique a adopté ce qu'on pourrait appeler une proposition principale à présenter à l'Assemblée générale sur le plan stratégique pour l'année 2012-2013. Et cette proposition-là, ça va être d'organiser en 2012-2013 une constituante pour écrire une constitution pour le Québec. Et pour ce faire, ils vont se mettre en contact avec tous les individus, mouvements ou partis qui, à un moment donné ou l'autre, ont mis de l'avant qu'il fallait organiser une constituante. Alors, ça va être présenté à l'Assemblée générale. Si c'est adopté, ça va devenir le plan d'action pour l'année 2012-2013, plus évidemment que le RIN intervient quand c'est approprié dans la dynamique politique pour tenter d'influencer les situations. Hors de ça, le recrutement du RIN fonctionne bien. Hier soir, j'ai assisté à une réunion à l'Assemblée générale du mouvement progressiste pour l'indépendance du Québec, le MPIQ, dont je suis membre. Et puis, j'avais été envoyé là par le bureau politique du RIN m'avait demandé de faire des invitations à l'Assemblée, d'inviter différents groupes à venir prendre la parole à l'Assemblée générale du RIN pour porter un message d'appui ou de solidarité avec le RIN. Donc, on m'a demandé d'inviter le RRQ, le MPIQ, les Jeunes Patriotes, la SSJB, etc. Donc, je me suis rendu à l'Assemblée générale du MPIQ. Comme je suis membre, j'ai pu faire une proposition dans ce sens-là. Proposition qui a été adoptée à l'unanimité. Donc, le MPIQ va venir à l'Assemblée générale du RIN porter un message de solidarité. Et pendant la pause de l'Assemblée générale, il est sorti quelques formulaires et il y a 7 personnes qui sont devenues membres du RIN en 10 minutes. C'est extraordinaire, ça va bien nos affaires. On approche 120 membres alors qu'on était 40 à peu près au mois de juillet dernier. C'est assez... très stimulant. Et puis, les personnes qui ont adhéré, c'est les personnes, on pourrait dire, les plus actives du MPIQ. Là. Donc, c'est pas des... c'est vraiment des militants très, très structurés, très organisés. Donc, c'est intéressant. Les Jeunes Patriotes aussi, j'ai rencontré, il s'appelle François Gendron. Et puis, il a accepté l'invitation aussi de venir porter un message de solidarité. À la réunion du MPIQ, il a été question de beaucoup de choses, entre autres la grève étudiante. Le MPIQ est très actif dans différentes organisations étudiantes, tant au niveau collégial, universitaire collégial que même secondaire. C'est étonnant. Il y a une jeune fille qui était là, qui est étudiante au niveau secondaire. Je pense qu'il y en a plusieurs de vous autres qui la connaissent. C'est Coralie, là. Coralie Laperrière, je pense. Alors, elle organise au niveau des écoles secondaires. Il y avait Mathieu Séguin-Gionnet qui était là, qui vient d'organiser un comité indépendantiste au cégep André-Laurendeau. Ils sont en train de former, de faire
faire une activité de financement bientôt, là. Un spectacle, ils sont en train de monter un spectacle. Alors, ça aussi, ça va bien. Mathieu Gionnet, c'est un autre membre du RIN. Et il a été question de la grève des étudiants. Le MPIQ a adopté une résolution pour supporter la gratuité scolaire. C'est pas tout de lutter contre la hausse. Il faut, donc, le MPIQ a adopté cette proposition-là de lutter pour la gratuité scolaire. Et ils ont décidé de rédiger un argumentaire pour expliquer pourquoi la gratuité scolaire, c'est important. Et puis, parmi les arguments, il y a une personne qui était là qui a souligné que, en réalité, la gratuité scolaire, c'est pas gratuit, hein, l'éducation. Donc, une personne qui a soulevé le point que c'était peut-être mal nommé, qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie. Alors, quelqu'un qui a expliqué que en fait, c'est pas la question de la gratuité scolaire, c'est la question du financement de l'éducation à 100% par l'État du Québec. Et pourquoi que c'est important que le MPIQ appuie la gratuité scolaire? C'est parce que le MPIQ, c'est un groupe indépendantiste. Tous les indépendantistes veulent l'émancipation de la nation québécoise. Et l'éducation, c'est un des moyens que la nation québécoise a décidé d'utiliser pour s'émanciper. En 1960, quand la Révolution tranquille a commencé, l'éducation était dans les mains du privé, sauf le niveau primaire et secondaire. L'éducation était dans les mains du privé. Il faut se rendre compte de comment c'était. Moi, quand j'ai fini mon cours secondaire, il n'y avait pas de cégep. Si tu voulais aller à l'école technique, il fallait que tu payes. Le cégep Onsic, dans ce temps-là, c'était un collège privé. Il y avait des cours extrêmement avancés. J'ai été faire une visite au collège Onsic dans ces années-là. Il y avait des cours de mécanique aéronautique. Il y avait des salles avec des avions dedans. J'ai vu une salle avec un avion. C'était un avion jet de militaire, de guerre, là, un chasseur, mais un petit chasseur. Évidemment, il n'était pas armé. Et les étudiants le démontaient et le remontaient complètement à chaque année. Donc, ils donnaient des cours de mécanique, d'aéronautique au cégep Onsic. Il fallait payer. Ça coûtait très cher pour aller apprendre des métiers comme ça. Même un métier, toutes les professions, là, il fallait payer. Les collèges, pour aller à l'université, il fallait payer pour aller faire son cours classique. L'université, il fallait payer. Il fallait payer partout. Donc moi, j'étais d'une famille pauvre, alors ça a fini après ma 12e année, parce qu'on n'avait pas d'argent pour que je continue mes études. J'ai fini par... non. Il n'y avait pas de prêt et bourse, il n'y avait pas de ministère de l'Éducation, il n'y avait pas d'Université du Québec, ni à Montréal, ni ailleurs. Il n'y avait pas de cégep. Il y avait le prêt de la Société Saint-Jean-Baptiste. Le prêt d'honneur. Il existait le prêt d'honneur, c'était un financement privé. C'est des gens qui mettaient de l'argent là pour financer les études des étudiants, puis les étudiants plus tard remettaient l'argent au prêt d'honneur. C'était privé. Alors, donc, il y a eu... La Révolution tranquille a eu lieu. L'électricité a été nationalisée, mais c'est pas tout. L'éducation a été nationalisée. La santé a été nationalisée. Les affaires sociales ont été nationalisées. Les ressources naturelles. Les ressources naturelles ont été nationalisées aussi. Le gaz, le pétrole, tout le sous-sol. Donc, l'éducation, c'est un outil que la nation québécoise, l'éducation, on va dire gratuite, ou presque gratuite, c'est un outil que la nation québécoise a voulu se donner pour s'émanciper. Parce que, mettons, comme aux États-Unis, ben, c'est les riches qui vont à l'école. Mais ici, on était une nation opprimée, on était beaucoup plus pauvre que les colonisateurs. Donc, en utilisant l'outil, l'État du Québec, l'outil le plus puissant que les Québécois peuvent contrôler, on a pu se donner l'éducation pour former nos ingénieurs, former nos médecins, former nos avocats, etc. C'est comme ça que la classe ouvrière a pu avoir accès à l'éducation. Moi, j'ai fait mon bac, j'ai fini par faire mon bac. J'ai fini mon bac à 48 ans, ça m'a pris 10 ans. Un bac en sciences. J'aurais pas pu faire un bac
si ça n'avait pas été si peu cher. C'est pas encore gratuit, mais si peu cher. Donc, c'est un outil important, la gratuité de l'éducation. Et le MPIQ l'a adopté dans son programme parce que c'est essentiel à l'émancipation de la nation québécoise. Il y a plusieurs manifestations qui ont été annoncées pour le 15 février à la marche au flambeau. Il y a un autre petit truc qui est supposé avoir lieu le 15 février aussi. Je ne sais pas si je devrais vous en parler. C'est plus ou moins secret. Il y a le groupe Occupons Montréal. Le 16, il y a une occupation au centre commerce, au centre du commerce, par contre, ceux qui sont contre la tarification des services publics. Bon, ça c'est autre chose. Alors, il y a le groupe Occupons Montréal, qui existe encore. Il y a un site web. Ils veulent occuper Westmount le 15 février. Ça va être le fun. Ils veulent aller dans un parc à Westmount, occuper, manifester et occuper le parc. Oui. Certains qui vont occuper, mais ils ne camperont pas là, certains. Parce que les chiens sont pas mis dans les parcs à Westmount. Oui, c'est ça. C'est ça. Ils vont voir que les citoyens, les Rhodésiens de Westmount, comme les appelait René Lévesque, ils vont s'arranger pour chasser ces pelés et ces crottés qui vont venir occuper leur belle ville de Westmount. Mais ça a lieu le 15 février. Je trouve ça intéressant comme date parce qu'il va sûrement avoir des drapeaux des Patriotes avec eux autres. Il y a aussi une autre activité qui va avoir lieu. Le 15 aussi, le 15, Ouais. le souper des Patriotes. Le 15 souper des Patriotes. Le 8 mars qui s'en vient, il y a une marche des femmes dans un parc près le parc Cabot, près de l'ancien Forum de Montréal. Une marche pour c'est le 8 mars, donc c'est la Journée internationale des femmes. Puis la marche, ça va être pour protester contre la violence sur les réserves. La violence dont sont victimes les femmes autochtones, violence conjugale dont sont victimes les femmes autochtones au Québec et au Canada, et sur lesquelles la police n'enquête jamais. C'est pas plus compliqué que ça, ils n'enquêtent pas là-dessus. C'est comme si c'était les crimes d'honneur, ça n'existait pas. Alors, les crimes conjugaux sur les réserves, là, ça n'existe pas. La police n'enquête pas là-dessus. Ils ne vont pas enquêter là-dessus. Ils n'enquêtent pas aussi sur la drogue, les cigarettes, les armes, le trafic d'humains. Mais en plus, ils n'enquêtent pas quand il y a une femme qui se fait battre parce que c'est des Indiens, tu sais, ou des Amérindiens. Alors, ils veulent seulement enquêter sur les fuites. ah oui. Qui dénoncent la police. C'est ça. Alors, ça fait aussi. Est-ce qu'il y a d'autres activités en rapport avec le 14-15 février? Il y a le lancement des éditions Schneider. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Pierre Schneider lance un livre. Tant Ah qu'à oui, il y a moi. de quoi. Il lance les Le éditions. 17, il y a le lancement d'un livre sur la trahison du PQ. Oui, oui, tu viendras en parler. Ah, j'ai eu une autre nouvelle. Ouais. Ben, il y a le NMQ, là, le 13, là, c'est la semaine. Ben, j'ai eu une autre nouvelle aussi qui est apparue sur le forum pour le Pays du Québec. C'est qu'il y a un sondage interne qui a été fait au Parti québécois. Vous savez que le Parti québécois, ils ont des excellents sondeurs. Leur ancien sondeur, c'est Michel Lesage, qui est rendu au Parti indépendantiste. Ben, la méthode mise au point par Michel Lesage et Lepage est toujours utilisée par le Parti québécois. Et les sondages internes annoncent, les résultats du sondage interne du Parti québécois donnaient 30 du vote au Parti libéral, 29 du vote au Parti québécois et 28 du vote au CAQIS. Alors, donc, vous pouvez faire des spéculations là-dessus. Il faut faire des spéculations là-dessus. Le vote du Parti libéral est en train de concentrer à Montréal et le vote du Parti québécois est emporté au Québec. Ça pourrait vouloir dire que même là, il y aurait peut-être une possibilité de gouvernement du Parti québécois. Mais il y a un 12 qui restait, là, Parlement Québec solidaire, Option nationale, Parti indépendantiste, des candidats indépendantistes. C'est ça. Alors voilà, c'est le tour des nouvelles dont j'ai eu connaissance cette semaine. Merci. Merci. Juste une petite question. C'est pour en revenir pour le système de financement de l'éducation. Pour 8 d'anglais qu'il y a à Montréal,
Au niveau universitaire, ils ont 28% des subventions du gouvernement. C'est un scandale. Scandale. Attends, j'ai même entendu ça. Bien, très bien. On fasse l'équivalent avec les hôpitaux. Yo soy un petit Hey. Pablo Lugo. Tu nombre? Vigile, c'est pas un spectacle, c'est pas partisan, alors je vais pas parler d'Option nationale. Je vais parler sur la gratuité scolaire. Il faut que la population québécoise s'informe. D'abord, comment est-ce qu'on paye comment est-ce qu'on peut faire devenir la educación gratuite? Il y a des économistes, mettons comme les Européens qui viennent pour s'installer au Québec. Si on a plus de dignité donde vive un pays, y on dit aux Européens, ok, on va vous donner 30% de notre ressources. Parce que le Québec dit qu'il n'y a pas de capacité, les Québécois sont peu capacité entre guillemets pour développer nos ressources, je le crois pas. Los que no nacionalicé l'électricité, qu'est-ce qu'a fait René Lévesque? Il a téléphoné juste des Québécois. Les Québécois étaient partout la planète, il avait même en Afrique, puis ils sont venus ici, ils ont fait ça. Mais mettons qu'on n'a pas la technologie pour dire ça, comme a dit Charest, on n'a pas la technologie pour développer les gaz de schiste, alors j'ai dit, ok, on laisse ça tranquille pour développer des énergies propres. Mais mettons qu'on n'a pas cette technologie, alors on les donne 70% pour nous, 30% pour eux. C'est la même chose qu'a fait la Bolivie. Moi, j'ai toujours dit, s'il y a un pays comme la Bolivie, je ne veux pas manquer de respect envers ce pays frère, mais vous savez que 80% sont des autochtones. Nous, le Québec, c'est, comme a dit Mathieu, on est le seul peuple blanc colonisé de la planète. Et entre guillemets, on doit être plus éduqué que la plupart de gens. Ce sont las seules choses qui manquent, c'est de la dignité. La Bolivie, qu'est-ce qu'a fait la Bolivie? Ils ont installé Saint McDonald, puis la Bolivie, depuis qu'a pris le pouvoir Evo Morales, a dit, ok, mes frères boliviens, on va consommer juste de la nourriture bolivienne. Qu'est-ce qu'a fait McDonald's? A fermé. A pas fait comme Hugo Chávez, que Hugo Chávez a nationalisé toutes les entreprises. Il a pas l'expulsé de Venezuela, de Caracas. C'est la révolution tranquille qu'a fait la Bolivie. Puis McDonald's, tranquillement, a quitté les 5 McDonald's qui se sont installés, ils sont partis. Qu'est-ce que je vois dans les nouvelles québécois? Il y a 25-30 Walmart qui vont s'installer, plus que ça, une soixantaine. Il y a juste au Québec 18 Walmart qui vont s'installer. Il faut être colonisé pour magasiner chez Walmart. Il faut être ignorant pour faire ça. Ok? Et on va pas qu'il y a des... Faut être pauvre. Faut pas avoir d'argent. Tu sais, mettons, tu sais que tu sauves de l'argent comme tu fais. Oui, c'est ça. Les gens pensent qu'on solo... Mais c'est pauvre. Regarde tous les emplois qu'on perd. Ok? On peut pas rivaliser avec une entreprise comme Walmart. Ok? C'est ça, il faut se conscientiser, il faut penser que l'argent, il faut qu'il reste ici au Québec. Okay? Si on achète en Walmart, c'est vrai qu'on, entre guillemets, on garde l'argent, mais c'est pauvre. L'argent, ça va aux États-Unis. On participe aux violations des droits humains. Pensez-vous que ces grosses entreprises vont payer bien, mettons, aux Chinois, ils vont engager des enfants en Mexique, ils s'installent et on paye des salaires de misère. Moi, je répète, il faut devenir responsable, des consommateurs responsables. Mon café, je prends mon café, ça coûte $15 les 500 grammes. Moi, je peux acheter $7 500 grammes de café de multinationales, mais jamais je le ferai. C'est ça, je pense qu'on peut dormir de façon tranquille, on peut s'informer, mais les jours où on prend notre responsabilité comme consommateur, on devient plus responsable, et c'est l'avenir du Québec en tout cas. En revenant pour les 70%, les Européens viennent s'installer ici. Puis le discours des économistes dit ils vont s'implanter ailleurs. Moi, je ne le crois pas. Un vrai économiste dit qu'il faut gagner au moins 1%, mais jamais 0. Vous comprenez?
on a 8 milliards d'habitants à nourrir, puis on a des ressources ici. Il faut juste avoir la dignité, puis avec cet argent de 70% qu'on va avoir, on peut subventionner l'éducation. Merci. J'aimerais ajouter quelque chose sur ce que Pablo dit. J'ai su il n'y a pas longtemps en regardant un reportage sur un média alternatif que l'Équateur, bon, je connais pas la situation politique en Équateur, je connais pas comment que ça fonctionne, je sais que c'est pas blanc comme neige, et ça va pas si bien, là, mais eux ont pris des décisions. Le gouvernement en place a décidé de taxer le pétrole, l'entrée, l'exportation de pétrole. Avec cet argent-là, ils la réinvestissent dans l'éducation. Au début, ils disaient évidemment que tous les compagnies allaient partir et que ça prépare à l'investissement. Il y avait 14 pétrolières qui étaient en Équateur. Il y en a la moitié qui sont partis, ils ont dit correct, bye bye. En Équateur, on dit correct, parfait, bye bye. Il y en a 7 qui sont restés et qui ont continué à en investir en Équateur parce que c'est un des 2e ou 3e plus grands producteurs de pétroliers au monde. Là. Donc, il n'y a pas eu non seulement ce pays-là a été en mesure de mettre une taxe sur le commerce du pétrole, ça a fait peur à certains investisseurs, mais il y en a d'autres qui ont resté. Et avec cet argent-là, ils ont réussi à l'investir dans l'éducation. Donc ça, cette façon de voir ça va complètement à l'encontre des propos néolibéraux de Jean Charest ou des propos des caquistes ou des propos des affairistes qui dit que si on a des politiques qui responsabilisent les entreprises et puis qui aident un peu la société, ça ferait peur aux investissements et ça appauvrirait le pays. Et donc on peut voir on peut voir que l'Équateur a pris cette décision-là. Mais bon, pour finir ça, juste cette parenthèse-là, pensez-vous qu'un Québec, la province de Québec, qui fait partie du Canada, va être capable de prendre cette décision-là ou de faire ces règlements-là? Donc, si nous étions indépendants, nous pourrions adopter ce genre de politique-là. Et je crois que tant qu'on est au sein du Canada, ça n'existera pas, ce genre de politique-là. Dans le carcan canadien. Peux-tu répondre? Je voulais juste dire que c'est l'Assemblée générale de la Société Saint-Jean-Baptiste, je pense que c'est dans le bout du 8 mars. 7, non? 7, 8, 7, OK, j'ai proposé une mention pour que la Société Saint-Jean-Baptiste encadre les étudiants dans leur lutte, puis qu'ils se prononcent contre le dégel, puis pour la gratuité. J'ai hâte de voir le débat que ça va donner, là, parce que souvent, les indépendantistes chiolent que les étudiants sont jamais là pour la cause indépendante, mais eux autres sont pas là, à part le MPQ qui vient d'arriver. Mais si on est supérieur en nombre en tant qu'indépendantiste pour dire oui, on veut la gratuité scolaire, oui, on veut l'accessibilité à l'éducation parce que, comme disait par hasard comment il s'appelle? Jacques Parizeau, tout passe par l'éducation. Voilà. C'est à nous d'amener le peuple vers les vraies connaissances et non pas les médias qui suivent la logique d'or. André Lepage de Saint-Hubert. Cette semaine sur ma page Facebook, ou mon babillard, que j'aime bien dire Facebook, j'ai dit « Vive le Canada ». Quel beau pays, comme Jean Chrétien disait, le plus beau pays au monde. Vous savez que un poste honorifique, s'il vous plaît, honorifique, hein? Cette personne-là ne paye pas d'impôts. En plus aussi, elle fait 5 ans de travail. Tu parles du gouvernement général, là. Et Sois clair, tu parles du gouvernement général. pas rendu là, autant. Non? Je vais essayer de trouver une personne qui a tous ces qualificatifs-là. Lorsque son mandat de 5 ans est fini,
son salaire continue de lui être payé le restant de sa vie. Il revient là, dans le plus beau pays au monde. T'es jaloux. Vive le Canada! On est tous jaloux. Vive la reine! La reine, oui. La reine, j'ai rien contre la reine Mais la reine, Elisabeth. elle paye ses impôts. Mais la reine Elisabeth Ouais, mais elle se paie ses impôts. Elle devrait payer ses impôts. Alors, hey, je me suis posé une question. C'est ça qui est pas correct. Le Canada, vu qu'il paie des retraites dorées au gouverneur général, qui est nommé par le premier ministre et sa gang. Puis, il semblait que le ministre de Harper, il disait, ouais, il faut lui demander la permission si on veut y couper. La personne est nommée par le gouvernement, puis il faut lui demander la permission pour lui dire que maintenant tu vas payer des impôts. Hey, c'est le temps qu'on sorte de ce pays-là. Hein? D'accord, ça, c'est plus de monde. Mais même ce pays-là là, devrait s'enlever le doigt dans le nez. Puis en parlant du Québec, tout à l'heure, j'entendais mon ami dire la province de Québec. Le Québec, ce n'est plus une province. Hein. On est un État depuis 1968. Depuis que le Québec a sorti de la Constitution canadienne en abolissant son conseil législatif. Et on a formé une Assemblée nationale, puis l'Assemblée nationale venue par conséquent, C'est pas ça qu'ils disent à RDI, en tout cas. Ah oui, ils peuvent tout dire. Ici au Québec, on va même avoir un référendum pour l'indépendance. On va avoir des âmes qui se lèvent, qui disent aujourd'hui, on est indépendant, puis on n'envoie plus nos impôts au fédéral. Puis au lieu de dire l'État du Québec avec un petit E minuscule, on met un E majuscule, puis un point, c'est tout. Puis après ça, en disant ça, il faudrait créer aussi un comité que j'appelle une constituante, pour faire la Constitution du Québec et donner un mandat précis, là, 2 ans ou 3 ans, pour arriver à la solution. Puis cette Constitution-là pourrait être ratifiée par le peuple. Après ça, il y a beaucoup d'autres choses. Après ça, on sera à l'ONU. Merci. Je voudrais vous expliquer quelque chose à propos de Walmart. Pablo a raison. Walmart, c'est une entreprise poison. Qu'est-ce qu'ils font, là? C'est que il y a 2 tactiques qu'ils utilisent. Premièrement, leurs fournisseurs disons qu'ils négocient le prix d'un produit, un nouveau produit qui arrive. Là, bon, ils vont contacter un fournisseur, ils vont négocier un prix, puis évidemment, c'est le moins cher possible, là, parce qu'ils ont un immense pouvoir d'achat et de revente. Mais à chaque année, ils vont retourner voir le fournisseur, ils vont obliger le fournisseur à baisser son prix. À chaque année, le fournisseur doit baisser son prix de vente à Walmart. OK? Là, ça crée une pression intolérable sur les fabricants de marchandises. C'est là qu'il en arrive souvent à utiliser soit des enfants ou à bannir les syndicats et à réduire les conditions de travail, la sécurité au travail. Donc ça, c'est une tactique de Walmart. L'autre affaire, c'est que quand ils pénètrent dans un marché, ils pratiquent des prix très bas et là, ils vont faire fermer tous les petits commerces. Okay? Alors, vous avez, à Montréal, il y a encore beaucoup de petites quincailleries de quartier. Mais quand tu as un Walmart qui arrive, qui vend la même marchandise là, à 25% moins cher, c'est une question de temps avant que la petite quincaillerie du coin, qui t'offre un excellent service, elle ferme ses portes. Quand ils sont tous morts, les petits magasins, là, Walmart monte ses prix. Mais les salaires chez Walmart, ils n'augmentent pas. Le syndicat, il ne rentre pas là. Puis les fournisseurs sont encore obligés de réduire les prix. Donc, c'est vraiment, c'est comme un cancer, cette compagnie-là. C'est un cancer mortel. C'est même pas du bon capitalisme, je vous dirais. Parce que ça tue le client. En bout de ligne, ça tue le client. Parce que le client, il n'a plus d'argent pour acheter. Toute l'économie baisse. Alors, c'est vrai, il ne faut pas aller chez Walmart.
Et Walmart, c'est comme une entreprise qui a presque pas de concurrents. Au moins, ils allaient avoir Rona, Renault Dépôt, Home Hardware. Ils avaient... Il y en a d'autres dans le même domaine. Là. Dans les grandes quincailleries, il y a de la concurrence, même Price Club, Loblaw, il y a de la concurrence. Mais Walmart, ils n'ont pratiquement pas de concurrents tellement ils sont gros. Alors, il faut éviter de l'acheter là. Il ne faut pas tomber dans l'illusion du bas prix. Mais moi, je me suis toujours posé la question, à force de faire descendre les prix par les fournisseurs, la qualité a développé. Avant de réunir ressources naturelles, une félicitation pour les députés qui ont refusé la médaille de mon ami la reine pour le jubilé. Il y a eu 4 députés du bloc, et 2 néo-démocrates, c'est ça comme ça? Okay. Alors, félicitations. Je pense qu'il y a de la dignité au Ottawa. Parce que quand même, sont faits en émeraude, vous savez, les médailles. Les ressources naturelles. Mais d'où ce qui vient, ce minerai-là? Est-ce qu'on le sait? Ça va venir de l'Afrique, les amis du Congo. Les ressources naturelles. Lorsque Evo Morales a pris le pouvoir, je me souviens, je suivais la nouvelle parce que il y a un problème en Bolivie. Au sud de la Bolivie, il se trouvent toutes les ressources, les vraies ressources naturelles, puis les autochtones, ils restent au nord avec les froids, puis ils sont pauvres. Ils sont pas pauvres, sauf que l'ignorance, comme les Québécois, il y a des Québécois qui pensent que nous sommes pauvres. Okay? Les immigrés, ils comprennent. On les met dans notre tête, lorsqu'on arrive ici, le peuple québécois est médiocre, le peuple québécois est pauvre, on comprend parce que c'est le fédéral. Mais un Québécois qui pense qu'il est pauvre, je pense que c'est dans la marre. Alors, qu'est-ce qu'a fait Evo Morales? Il a pris les ressources, il a dit à l'Espagne, parce que l'Espagne est toujours là, même si on est devenu indépendant, l'Empire est toujours là. Il a dit, ok, à partir de maintenant, c'est nous qui prenons les 60% des ressources pour le gaz, 40% pour vous. Ils ont dit, c'est ça. Ils ont dit, non, on va partir, puis voilà, il dit, ok, si vous voulez partir. Puis finalement, ils ont accepté. Okay. Après ça, est arrivé Hugo Chávez au pouvoir, puis Hugo Chávez a dit à toutes les entreprises pétrolières, à partir de maintenant, je vais nationaliser le pétrole. C'est à nous, même si c'est déjà nationalisé, mais toutes les entreprises doivent fonctionner avec, comment est-ce que ça s'appelle, je me souviens pas le nom de l'entreprise, une chose comme pesaba. Okay. Puis c'est juste une compagnie qui a dit non, Exxon. Oh, on va, parce qu'il y a une clause dans le commerce international qu'on peut pas empêcher une entreprise de faire l'argent. Okay? Puis Hugo Chávez dit, ok, voici 200 millions de dollars et il faut que vous partez d'ici. Finalement, la France a dit parce que Exxon demandait 1000 millions. Finalement, la France a dit, ok, c'est un tribunal international, a dit, ok, Hugo Chávez, il faut que vous donnez 180 millions de dollars à la compagnie Exxon. Il a dit, regarde, je vous donnais 12 millions, alors je vais donner 180 millions de moins depuis 10 ans après la gagne qu'il avait, le problème. Puis c'est ça, c'est la preuve qu'on a besoin juste d'un gouvernement digne, mais on ne l'a pas. Puis pour revenir à la question des frais de scolarité, il faut que le gouvernement gère bien l'argent aussi, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui se gaspille aux universités. Moi, je me souviens, lorsque je suis arrivé à l'université Laval, le directeur a dépensé 500 millions de dollars dans une chose sur Internet, sur le site. Et cet argent est perdu. Ça parlait des autres, de l'argent qui s'est perdu ici à Montréal, des gens qui gaspillent de l'argent. Alors, c'est une responsabilité aussi des directeurs de ces centres éducatifs de gérer bien l'argent. Merci. Je veux dire que sur les frais de scolarité, c'est une augmentation de 325 $ par année pendant 5 ans jusqu'à l'obtention de 1625 $ de plus, qui fait
plus de 4 000 $ par année dans 5 ans. Alors, vos enfants qui vont à l'école, on n'espère pas oublier ça. L'autre chose, c'est une pause publicitaire, c'est pour dire que Monsieur Harper, il nous donne la chance d'avoir 5 photos de la reine avec le drapeau du Canada. Yeah! J'ai oublié. Gratuitement, payé à même vos poches, à même les poches des contribuables. Alors, allez chercher vos affiches. La médaille de la reine. Non, on pourrait J'annonce la semaine prochaine, il y a un beau feu. On va se réchauffer. André Lepage. J'aimerais vous parler d'un projet québécois. Il appelle le Tren Québec. Trans-Québec. T-R-E-N-S Québec. C'est un monorail qui relierait toutes les municipalités du Québec. Et en se servant du moteur roue du docteur Couture. Un projet qui, selon sa firme d'ingénieurs qui ont travaillé sur le projet, qui pourrait s'autofinancer sur une période de 5 ans, une ligne Montréal-Québec. Imaginez-vous, puis est-ce qu'on entend nos politiciens parler? Non, c'est le chef de ça. Mais ça pourrait faire marcher nos entreprises. Nos entreprises, on perd des centaines d'emplois ici, des centaines d'emplois là. Puis eux, ils disent qu'ils pourraient créer 2000 emplois en faisant ce projet-là. Ce projet, un coup installé au Québec, pourrait être exportable partout dans le monde. Ben, il y a des voies ferrées entre Montréal et Québec. Ouais, sont déjà là. Hein? Voie ferrée, oui, mais... Il y a des trains. Ben, ça nous appartient. Ça nous appartient pas, ça encore. On pourra faire ça dans le Québec. Québec avec le Quatico, présentement. Hein? On pourrait faire ça présentement. Le train entre Montréal et Québec, oui. Mais imagine-toi, la voiture pourrait partir de Montréal pour aller à Québec avec une soixantaine de passagers au lieu d'attendre 300 passagers. Puis qu'est-ce qu'ils font? Comme un métro. Comme un métro. Le train, lui, même pas comme un métro. Le train, lui, il attend 300 passagers, tandis que le train de Québec pourrait partir avec une cinquantaine de passagers pour aller à Québec. Et ça partirait régulièrement, ça serait un va-et-vient continuel. Et aussi, il pourrait transporter de la marchandise. J'ai même fait une suggestion à notre premier ministre, Jean Charest, pour son plan Nord. Au lieu de construire des routes qui très difficiles à faire dans le Nord, il pourrait faire un pilier à tous les 300 mètres, mettre une voie, un monorail, puis transporter le monde, transporter la marchandise, puis tout transporter. Puis là, ça peut se faire même sans pilote, sans conducteur. Tout pourrait marcher électroniquement. Un projet, comme qu'on dit en bon français, Make in Québec. Faut y penser. La question que je me pose, moi, comment ça se fait que nos gouvernements n'encouragent pas l'entreprise québécoise? Merci. Bon. Quelqu'un d'autre? Salut, Marc-André de Châteauguay. Je voulais parler de la dernière proposition qu'il y avait eu, qui était député au Parti québécois à propos du vote à 16 ans. Moi, personnellement, quand j'avais 16 ans, je n'étais pas politisé pantoute, je connaissais rien. Puis c'est pas mal, les jeunes en général, c'est tout de même. Ce que je veux savoir, c'est ce que vous autres en pensez. C'est une bonne nouvelle pour moi parce qu'au lieu d'avoir 3 votes pour Option nationale, on aurait 4. Mais je pense qu'en Écosse, pour le référendum, ils vont le faire à 16 ans. Les jeunes à 16 ans, sérieusement, on a de la misère à faire en tant qu'adulte la différence entre la gauche et la droite.
la différence entre les fédéralistes et les indépendantistes, la différence entre le monde, entre les marginaux et les anarchistes. Fait que je pense pas qu'à 16 ans, il y ait plus la base. Ce qu'il faut proposer, c'est un cours offert à toute la population de politique de base pour être capable de faire la différence entre ce qui est à droite et à gauche. Parce que je m'excuse quand Lucien Bouchard y est arrivé. Si on s'était mis dans la tête que c'est un conservateur, on aurait compris qu'est-ce qui serait passé. Mais Marois, à propos, justement... OK. Qu'est-ce qui arriverait si les jeunes avaient le droit de vote à 16 ans? Il y aurait la campagne électorale. Premièrement, les partis iraient faire des conférences dans les écoles secondaires. Deuxièmement, quand il y aurait une campagne électorale qui s'en viendrait, les partis feraient des efforts particuliers pour aller rencontrer les jeunes de 16 ans. Il y aurait, je ne sais pas quelle forme ça prendrait, mais l'éducation, qui n'existait pas actuellement, les partis s'occuperaient de l'affaire, parce que là, les partis, ils mettraient de l'argent, ils prendraient, je sais pas, mais l'aile jeunesse d'Option nationale, puis l'aile jeunesse du Parti libéral, puis l'aile jeunesse du Parti québécois. Ils cibleraient les écoles. Puis là, il y aurait une espèce d'agitation qui se ferait dans les écoles. Puis dans chaque école secondaire, peut-être qu'il se formerait des clubs politiques. Puis là, dans un cours d'école, il y aurait peut-être des discussions continuelles, des bagarres, des assemblées, des débrayages. On ne sait pas qu'est-ce qui arriverait. Je ne sais pas. Moi, je suis pas contre. Moi, à 16 ans, m'a raconté quand j'avais 16 ans. D'abord, moi, je suis né en 47, OK? J'ai commencé à aller à l'école à 5 ans, parce que mon anniversaire était au mois de janvier, en tout cas. J'ai eu une exception. Donc, 13 ans, j'ai commencé, disons, le cours secondaire. À 16 ans, dans la 10e année, le FLQ existait. Puis, j'allais à l'école Le Plateau, dans le parc La Fontaine. Puis l'école de Plateau, on était obligés, tous les étudiants, les 450 étudiants, on était obligés d'être dans les cadets de l'armée canadienne. OK? C'était pas une option. Si tu voulais pas être d'un cadet, ça te prenait soit une dispense médicale ou tu sortais de l'école. Alors, le FLQ existait, le RIN existait, il y avait beaucoup d'agitation sur la question nationale. Alors, à l'école Le Plateau, j'ai formé un mouvement, le mouvement de libération du plateau. Et on a commencé à faire de l'agitation pour sortir l'armée de l'école. Et puis la première année, quand j'étais en 10e, on avait obtenu une clé de l'école. Puis on allait, la nuit, on allait dans l'école, sur les machines à imprimer de l'école, on imprimait des tracts contre l'armée canadienne. Et puis il y avait plusieurs professeurs qui étaient des officiers de l'armée canadienne. L'été, ils allaient faire leur service de réserve à Farnham. Et puis, ces professeurs-là, par exemple, il y avait le prof d'anglais, c'est le colonel Lafont. Le sous-directeur de l'école, c'est le lieutenant-colonel Ligori Renaud. Et puis, le prof de français, Soucy. Bon, en tout cas, il y avait des grades dans l'armée canadienne, nos profs. Puis, l'école marchait comme une caserne. Les activités socio-culturelles de l'école, il y avait le tir à la carabine, tir de précision à la carabine, il y avait le peloton de précision, il y avait la cartographie, il y avait la radiotéléphonie. Ça, c'était nos activités socio-culturelles à l'école. C'était comme une caserne. Puis là, au mois de mai, pendant un mois, on était obligé d'aller à l'école habillé avec l'uniforme, les bottines shiny, les boucles bien enlignées, boutonnées jusqu'en haut. OK? Et on faisait de la drill dans le cours, là. Ceux qui savent c'est quoi, là. Marcher en peloton, là. T'as fait ça, toi? Et puis, au bout d'un mois, il y avait une revue militaire. Dans la cour d'école, il installait une estrade. Puis là, il y avait à peu près une trentaine d'officiers de l'armée canadienne qui venaient s'asseoir là. Puis là, il fallait qu'on fasse nos démonstrations de ce qu'on avait appris.
il y avait donc on paradait tous là, devant l'estrade d'honneur. Et puis, il y avait le peloton de précision qui faisait une démonstration, etc. Et puis, donc après cette année-là, on a fait de l'agitation. Puis, à la fin de la cérémonie, il y a un officier de l'armée canadienne qui a dit « Ah, votre principal d'école me dit que votre participation à la milice est sur une base volontaire et je tiens à vous en féliciter. » Alors, dans la cour, il y a une clameur qui s'est élevée. Les étudiants sont mis à crier « C'est pas vrai, gang de chiens, menteurs, tout ça. » Bon, ça n'a pas assez proche que les rangs qu'on débande puis qu'on s'en aille tous chacun chez nous. Mais l'année suivante, l'agitation a continué. Et puis là, la pression était assez forte que l'administration a été obligée de mettre ça sur une base volontaire, sauf que là, il fallait que ce soit les parents qui décident, et non pas l'école. Donc, il y avait un formulaire à signer. Les élèves, il y a beaucoup d'élèves qui ont signé pour leurs parents. C'était non. Il y a beaucoup de parents qui ont signé non. Et il y a quand même des parents qui ont signé oui. Mais au lieu d'avoir 450 000 cadets, il y en a eu 100. Puis la troisième année, c'est tombé qu'il n'y avait pas assez de cadets, fait qu'ils ont sorti la milice de l'école. Donc ça a pris 3 ans, puis on a réussi à sortir l'armée canadienne de l'école de Plateau. La deuxième année, là, on est venu à l'école la nuit. On savait où était pour être l'estrade. C'est-à-dire que l'estrade était déjà installée dans la cour. On est venu avec des galons de peinture rouge puis des pinceaux de 4 pouces ou 6 pouces. Puis on a peinturé nos lettres MLP devant l'estrade d'honneur sur l'asphalte, des lettres de 6 pieds de haut. MLP. Sur l'entrée de l'école, toutes les portes de l'école en avant. MLP au pinceau à peinture rouge. On n'avait pas d'aérosol dans ce temps-là. Alors, l'administration et l'armée canadienne savaient qu'il y avait une organisation clandestine dans l'école, le mouvement de libération du plateau. Puis, il y a eu beaucoup de professeurs qui étaient dans l'armée qui se sont fait crever leurs pneus, casser les antennes d'auto avec un trac contre l'armée canadienne dans le pare-brise. On a gagné! Yeah! Bravo! Alors, juste pour vous dire, moi, je n'étais pas tout seul là-dedans. Là. On avait formé un comité. À un moment donné, j'ai été expulsé de l'école pour autre chose. J'étais dans une autre école, puis je continuais à diriger plus ou moins mon comité de lutte contre l'armée canadienne. Et les jeunes, ils étaient politisés. On avait 16 ans, 17 ans. On savait ce qu'on voulait dans la vie, là. T'sais. Alors, oui, il y en a des jeunes qui sont tête en l'air puis qui pensent juste à s'amuser, mais il y en a d'autres qui sont au courant de ce qui se passe. Puis si les partis politiques sont autorisés à aller faire de la propagande dans les écoles secondaires, ça risque de transformer complètement le climat dans les écoles. Alors, je ne sais pas. Peut-être un coup de dé, là, mais peut-être quelque chose à essayer. Je ne sais pas. À la question posée, je suis d'accord. Comme Pablo, mon ami, a dit, il y aurait eu 2 votes de plus chez moi. Mais moi, mes enfants à 16 ans, étaient-ils prêts à voter oui ou non? Je ne sais pas. Mais je les aurais sûrement motivés à voter pour le parti dans lequel je militais. Mais si je vais faire comme mon ami Réal, il a reculé dans les années... moi, je suis né en 41. Ça veut dire, lorsque j'avais 16, 17, 18 ans, juste après à voter. J'avais hâte d'aller voter. J'attendais l'occasion d'aller voter. Pour qui j'aurais voté dans le temps, je me souviens pas. Probablement pour Trudeau. Parce que mon père était rouge à Ottawa, puis bleu à Québec, comment tu sais. On a voté Trudeau. Est-ce que Trudeau était là à Réal mais à quelle année que Trudeau a commencé? 68. 68, ouais. J'aurais voté Trudeau, puis au provincial, j'aurais voté comme mon père votait, il votait beaucoup.
pour le Parti conservateur. Merci. Je voulais juste... Question de suffrage universel, là, la démocratie, ça a commencé qu'au début, c'était juste les avocats, les notables, les gens riches qui avaient le droit de voter. Après ça, c'est devenu la population au complet. Après ça, les femmes ont eu le droit de voter. Donc, je me dis, c'est l'évolution normale d'une démocratie, c'est que tout le monde, finalement, ait le droit de voter éventuellement. Les gens qui disent que, bon, les jeunes sont têtes en l'air, puis tout ça, puis c'est un argument qui est pas vraiment bon plus qu'il faut parce que ils sont pas touchés directement. Ils sont tête en l'air parce qu'on leur demande pas d'aller voter. Donc à partir de là, non, moi je crois sincèrement que... Puis là, je vais peut-être être méchant avec... il y a une autre partie de la population qui est tête en l'air, puis ça c'est peut-être méchant pour les gens très âgés, là. Mais d'un place de retraite et tout ça, quand que le préposé dit à madame, mets ton X ici, là, est-ce que sont plus là, est-ce que sont plus tête en... Tu sais, je veux dire, puis ces gens-là votent en majorité, là, je veux dire, il y en a beaucoup. Puis est-ce qu'ils sont plus conscients là, de ce qui se passe en politique et tout ça, là, tu sais, puis c'est pas pour être méchant ou quoi que ce soit, je suis certain qu'il y a des gens qui ont tout... Ben, c'est la même chose pour les gens de 16 ans, mais moi j'irais dire que ça touche tous les âges de la population, puis il devrait avoir des cours de démocratie au secondaire, évidemment, que tous les gens devraient être au courant de comment ça fonctionne et de comment participer à la société. Et puis, moi, je suis même là pour le suffrage universel pour tout le monde, même les enfants de 5 ans, là, qui sont, quand tu es capable de parler, là, puis discuter avec ta famille, quand tu es capable de discuter, quand tu es capable de jaser avec ton père de ce qui se passe dans le monde, je me dis que tu peux voter, tu sais, mais en tout cas, c'est mon opinion. On va aller voter. Bravo, bravo. Juste rajouter que, sans compter le monde de 16 ans, 2 gaffes majeures qui s'est passé récemment. On a voté ADQ parce que le monde était écœuré, ils savaient pas c'était quoi. Ils ont voté NPD parce que le monde était écœuré, ils savaient pas c'était quoi. On va où? Pourquoi les jeunes moi j'aurais aimé ça voter à 16 ans, mais le problème aussi là, c'est le système dans l'éducation, même jusqu'au cégep. La politique est véhiculée par rapport aux médias, par rapport au Journal de Montréal, par rapport à la presse. Quand je suis rentré au cégep, dans mon cours de politique, le prof nous disait à tous les jours, oubliez pas de lire la presse. Ça va mener où, cette démocratie-là? Il faut que les jeunes puissent avoir accès aux médias intermédiaires et de discuter en dehors de la propagande. Et là, ça pourrait marcher. Vive les médias alternatifs. Ouais. Vive. Moi, je suis pour le vote à 16 ans, ça c'est sûr. 5 ans. Je trouve ça quand même jeune. Mais 16 ans, je suis bien d'accord parce que, tu sais, 16 ans, ils sont toujours là en train de dire que les jeunes, c'est... On paye des impôts quand on travaille à 16 ans. Voilà. Puis, pas rien que ça, c'est qu'ils disent toujours que les jeunes de 16 ans, ou en tout cas les jeunes en général, que c'est des têtes folles. Moi, je ne crois pas ça, là. Les jeunes, ils sont juste à part, dans le sens qu'ils pensent pas comme nous autres, mais moi, j'aime comment ils pensent, les jeunes. Fait que, c'est ça. Moi, je suis pour le vote à 16 ans, c'est sûr. Mais où je suis pas d'accord, quand tu as dit tantôt, les préposés disent aux patients, aux résidents, mets ton X là. Moi, je sais pas, là, je sais pas comment ça se passe. Je sais que le PLQ il est fort là-dessus, les faire voter dans les centres de personnes âgées. Moi, je suis préposé. Puis, j'ai jamais entendu parler que les préposés font voter les patients. Non, mais les gens des élections... C'est juste qu'il y a des gens qui font ça. Oui, mais c'est les gens moi, des je l'ai vu faire. Peut-être du parti, mais c'est aussi les préposés. Ah, ben là, j'ai été sur l'équipe volante, moi, là. Puis j'allais voir la personne me dire, madame, vous votez aujourd'hui. Ah! Au monsieur, là. Il dit, qu'est-ce que je fais? Il dit, mettez un X ici, là. Les gens qui travaillent dans la place. J'avais le droit de le faire, moi, tu sais. Moi, j'ai pas travaillé beaucoup dans les CHSLD, là. Je travaillais plutôt dans les hôpitaux, mais... Moi, c'est en tout cas,
J'aurais pas aimé voir ça, c'est sûr. Vos élections, je suis équipe Podam. J'aurais pensé que ça aurait été les gens qui travaillent pour les partis qui auraient fait ça. C'est ça, je travaillais pour le parti aussi. Mais c'est là qu'on voyait faire ça. Je travaillais pour le parti. Je faisais voter pour le parti, mon parti. En tout cas, ça écarte. OK. Ben, même dans le taillé de vote, il y en a des petits qui avaient avec les... Voter à 6 ans, c'est como changer le mode de scrutin. Je pense qu'il faut éduquer la population avant de s'en à faire ça. Il y a des gens qui demandent la proportionnalité. Puis je pense qu'il faut améliorer notre système actuel. Mais il faut faire voter les gens. Les gens votent. Moi, je suis contre l'idée de 6 ans parce que si on parle sérieusement, la population n'est pas éduquée en politique. Si on regarde juste les États-Unis, ils sont pris avec deux partis. Moi, je parle toujours les cancers et les sida. Je ne sais pas lequel est pire. Ici, on a au moins 8 partis aux prochaines élections. Mais ça c'est une mascarade de démocratie. Ce n'est pas la vraie démocratie. Pendant que les médias, au lieu d'informer, désinforment, on n'a rien à faire. Moi, je suis pour... je pense que voter, doit pas être un droit, doit être un privilège. Si je prends, mettons, les immigrés. Personnellement, je ne donnerai pas le droit aux immigrés de voter parce qu'ils ne connaissent pas la question québécoise. Moi, je parle ici dans notre nation. La plupart, on le sait, ils vont voter fédéral, mais ce n'est pas la faute à eux. Okay? Alors, avant de les faire voter, on les fait passer un test en français, par exemple, de culture québécoise. Je ne sais pas. Mais c'est pas un droit de donner à tout le monde. Si je prends, mettons, la République, avant, de Platon, la République de Platon, il parlait que pour devenir un politicien, il fallait avoir de l'expérience. Okay? C'était interdit de gens de faire la politique. Mais si vous pensez que ça c'est la démocratie, vous vous trompez. Je m'excuse. Ça c'est pas la démocratie. La vraie démocratie, c'est bien s'informer. Les gens qui pensent qu'il faut attendre les élections pour aller voter, puis ça c'est la démocratie, ça c'est faux. Je pense qu'il faut protester, il faut savoir pour qui on vote, les convictions, au lieu d'aller voter, puis je sais pas lequel, puis... Pour moi, la démocratie c'est une mascarade, puis les élections, aller voter, ça sert à rien. Mais si vous êtes informé, si, mettons, moi, c'est la cause souverainiste, il y a quelque chose d'important. Mettons, pour Charles, c'est très important la gratuité scolaire, c'est important de Charles d'aller voter. Mettons, pour M. Castonguay, si pour lui est important de voter parce que pour les ressources naturelles, c'est important d'aller voter. Mais pour les gens, oui, c'est vrai qu'il faut bouger puis aller voter, puis si n'importe qui, parce qu'il faut se poser des questions. Avant de songer de donner le droit de voter à autre personne, il faut faire voter les autres gens, mais avant tout, il faut éduquer la population en politique. Merci. Quand tu as parlé du vote, moi je suis contre le vote des prisonniers. Ceux qui ont été condamnés, là, ils sont allés contre la société, puis on leur donne le droit de vote. Je suis pas d'accord. Même chose que c'est les personnes alitées, même pas au courant de ce qui se passe dans la société. On va les faire voter sur leur lit d'hôpital. Personne ne savent. J'ai eu connaissance de cause. Les personnes ne savaient même pas qu'il y avait des élections. Ils demandaient qu'est-ce qu'on fait. J'ai voté ici, madame. Ou monsieur. Je ne veux pas être sexiste. C'est comme ça. On enlèverait le vote aux députés. On enlèverait le vote aux gens qui ne sont pas capables de se déplacer pour aller voter. On enlèverait le vote par courrier. Des gens qui s'en vont en voyage. Puis aussi. Il y a une journée pour le vote. Et c'est cette journée-là qu'on vote un point, c'est tout.
le vote par anticipation aussi. On parle de démocratie, c'est quoi la démocratie? C'est trouver toutes sortes de moyens pour tricher la démocratie. C'est ce qui se passe présentement. Les partis, les gouvernements, surtout le gouvernement qui est au pouvoir ou le député qui est au pouvoir qui contrôle ce genre de vote-là. OK, ils disent c'est secret. Imaginez-vous, vous êtes parti en France, parti ailleurs, vous votez par correspondance. Tout le tripotage du vote qu'il y a entre ça. Je doute le sérieux de la démocratie. La démocratie devrait être le jour même, puis une personne qui vote doit être capable de parler la langue du pays et la lire aussi. Puis si la personne n'est pas capable de parler la langue du pays ou la lire, elle ne devrait pas avoir le droit de vote. Mon ami Pablo vient de le dire. Il n'y a pas de droit de vote. Moi, je te donnerai le vote à toi, là. Parce que tu as l'air d'être pas mal au courant. Mais pour voter, une personne qui vient d'un autre pays devrait avoir le droit de vote, oui, mais pas après 1 an ou 2 ans, après 5, 10 ans. 16 ans. Ah, Oui, 4 ans, oui, 4 ans. minimum. Je trouve que 4 ans, c'est pas encore assez. Il faut qu'il y ait le passeport canadien, la citoyenneté canadienne. Comment ça connaît les valeurs? Merci. Ça dépend s'ils sont dans l'autre. Un meilleur vœu Ouais, bien sûr. vis-à-vis de la police. Mais moi, je suis pas d'accord avec ton vote. Pour les prisonniers. Ouais, empêcher les prisonniers de voter, ça, je suis pas d'accord avec ça. Parce que, premièrement, il y a des prisonniers qui sont politiques. Okay? Il y a des prisonniers qui sont là parce qu'ils ont fait des choses politiques. Il y a aussi que, regarde, c'est pas parce que quelqu'un a commis un vol ou de la fraude ou quoi qui n'est pas politisé, là. De toute façon, tu votes pour quelqu'un qui a fait il y a du monde qui se présente, que tu peux voter dessus, puis qui ont fait de la fraude. Oui, aussi, là. Ouais, justement, moi, je vais pas passer à cet aspect-là. Mais non, moi, je serais pas d'accord que les prisonniers n'aient pas le droit de vote. Parce que si on parle de démocratie, ben là tu fais beaucoup d'entorses à la démocratie. Qu'une personne ait plus sa connaissance parce qu'elle est en soins palliatifs ou quoi que ce soit, ou que la personne soit Alzheimer ou démence, ça, je peux comprendre que ces personnes-là ne devraient pas avoir le droit de vote. Également, je suis d'accord que l'immigration ne devrait pas avoir le droit de vote sans savoir la langue, sans savoir la politique du pays. Puis pour ça, c'est 5 ans minimum, 10 serait le mieux pour le droit de vote. Parce que les gens qui arrivent, je sais pas, je pense que c'est 3 ans là, qui ont le droit de vote. Une fois qu'ils arrivent, il faut avoir la citoyenneté canadienne pour voter. C'est prend combien de temps avoir la citoyenneté? 5 ans à peu près. 5 ans pour avoir la citoyenneté canadienne? Oui. Bon, ben, québécois, ça sera 10 ans. Mais en 95, là, ils ont fait voter 50 000 immigrants. Là, C'est ça, à cause de ça. On connaît chrétien. Oui, il faut accélérer ça. On a tout autre. Faire attention à ce que je dis. Bon, c'est ça que je voulais dire. Pour la démocratie, il y a 2 choix. Soit que c'est l'anarchie, puis que le monde, ils sont présents, ils s'impliquent, ils sont dans les débats politiques, ils mettent leur position clairement, ils apprennent à argumenter pour que ça soit constructif. Après, tu vas voter. Une fois que tu as voté, c'est pas fini. Une fois que tu as voté, il faut que tu encadres les personnes pour qui tu as voté. Parce que le gouvernement, c'est un employé de l'État. Puis tout employé qui fait mal sur sa job, la perd nécessairement. Puis ça se passe pas seulement sur des élections aux 4 ans. C'est pas va voter, puis après ça, ferme ta gueule, puis 5 ans plus tard, mais tu voteras pour l'autre parti. La vraie démocratie, c'est l'implication. Même dans la démocratie directe, dans les assemblées étudiantes, ce qu'on va voir présentement, c'est ceux qui font pas valoir leur point de vue, ceux qui arrivent juste pour aller voter, soit oui
pour la grève ou non contre la grève parce qu'ils veulent soit revenir en cours ou foxer le reste du temps. Il faut qu'il y ait une participation au débat, que tu sois dans la vie sociale pour avoir le droit de vote. Sinon, ça détruit carrément l'esprit de la démocratie. Le monde qui s'en vont, qui viennent en coup de 100 quelques personnes, la minute avant de voter pour mettre fin à la grève, c'est pas correct. C'est la même chose en vraie politique. C'est encore moi. On parle de démocratie. Prenez, il n'y a aucun gouvernement démocratique. Bon, je parle du gouvernement, là. Je ne parle pas des partis. Imaginez-vous, Harper est au gouvernement, il y a 40% du vote. Puis le prochain gouvernement au Québec, il va probablement avoir peut-être en bas de 40% du vote, puis il va former le gouvernement. Ça a un autre sens. Il faut absolument que la genre de démocratie dans laquelle nous sommes cesse et qu'on commence à faire comme je trouve par exemple en France, ils font deux tours. Tant aussi longtemps que le parti au pouvoir n'a pas 50% du vote, ils ne peuvent pas former le gouvernement. Ou si on reste à un tour, qu'ils fassent une genre de coalition avec les partis pour faire 50% du vote. Ça, on commencera à parler de la démocratie. De la façon que c'est présentement, c'est une démocratie pas mal foncée. Merci. Quelqu'un d'autre? Et donc c'est ça, je rappelle qu'il reste 7 vigiles et que si vous voyez cette vidéo-là ou si ceux qui sont ici passez le message, qu'un endroit public qu'on occupe à chaque samedi à la même heure et puis que c'est sans censure, qu'on le diffuse sur l'Internet, qu'il n'y a pas de montage, tout le monde peut venir, tous les citoyens du Québec peuvent venir ici et s'exprimer. C'est quelque chose de précieux. Alors profitez-en et pensez à ça, qu'il reste 7 vigiles. Donc je vais lire pour la 46e fois, c'est-à-dire c'est pas moi qui les ai lus tous ces fois-là, mais qui va lire la déclaration de mars 2011. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Lorsqu'un gouvernement élu par le peuple cesse d'agir dans l'intérêt de celui-ci, ignore délibérément et obstinément les réclamations légitimes de celui-ci, croyant gagner à l'usure par le mensonge et l'abus de son autorité ce qu'il ne peut obtenir dans la transparence et l'honnêteté la plus élémentaire, les citoyens et citoyennes de ce peuple ont le devoir et la responsabilité de le destituer. Dans tous les régimes démocratiques du monde, le mécontentement populaire à l'égard d'un gouvernement et de ses politiques peut et doit s'exprimer à l'occasion d'élections périodiques. Le statut équivoque et indéterminé du Québec dans le système fédéral canadien réclame des actions résolument distinctes de la part de ses citoyennes et citoyens. C'est à défaut d'appartenir concrètement, légalement, constitutionnellement au Canada que le Québec peut et doit, en des temps de crise majeure comme ceux que nous traversons, exercer une autorité inédite et sans précédent. En décidant d'agir, de révoquer ceux qui nous gouvernent, malgré toutes les réserves que commande une démocratie que nous estimons et respectons plus que tout, le Québec fonde par le fait même son indivisible appartenance, une et inaliénable, laquelle s'inscrit dans les limites historiquement et politiquement reconnues de son territoire. Nous sommes arrivés à ce qui commence.